Bonjour Laurent et merci de m'accorder cette interview. Comment Bonjour vas-tu? Alexandre, avec plaisir. Comment vas-tu? Je suis serein à 2 jours de l'élection municipale Mhm. et serein aussi, comment dirais-je, sur la capacité d'agir que je ressens et dont je sais que chacun est capable. Ok, j'ai voulu déclencher ce petit échange parce que ta vie c'est celle d'un photographe, pas que, hein, mais Oui, justement tu portes un certain regard sur le monde, tu as cette capacité de voir le monde avec cet œil photographique. Et comment vois-tu ta commune, toi, à travers ton œil, et comment arrives-tu à faire que tes colistiers, mais aussi les citoyens, puissent exprimer leur regard, ce qu'ils ont envie de voir sur cette commune? alors il y a plusieurs questions dans ta question, mais je dirais que la première chose importante dans la photographie, c'est la lumière. Chacun sait que la lumière, c'est ce qu'il y a de plus rapide, c'est ce qui va connecter l'œil au cerveau très rapidement. Et donc, on est sensible à la lumière extérieure quand on est photographe, parce que si on voit qu'elle n'est pas bonne, il faut corriger l'appareil pour arriver à rendre, disons, un travail qui corresponde à ce qu'on cherche à montrer. Donc, il y a toute une recherche, en fait, de la qualité de la lumière et de son expression. Mais cette recherche, elle passe par tous les sens, parce que une photographie, certes, c'est l'œil qui exerce un regard sur le monde et qui le traduit d'une façon palpable, réelle, partageable par tous. Mais je dirais que, pour paraphraser un poète, l'œil écoute, l'œil il marche avec tous les sens du corps, avec l'esprit, avec l'âme de la personne. Et donc, en fait, il y a aussi cette dimension de la lumière intérieure qu'on est capable d'exercer, de projeter sur ce qui nous entoure. C'est-à-dire que c'est un dialogue, en fait, la photographie. On n'est pas là pour capter, comment dirais-je, pour posséder, on est là pour partager. Et ce partage, il se fait d'abord en soi. C'est-à-dire que je vais décider d'appuyer sur le bouton pour prendre la photographie parce que à ce moment-là précis, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, qui me touche et qui pourra toucher d'autres gens. Donc il y a une recherche en fait de cet instant pas du tout magique, qui est complètement réel au contraire, cet instant où on perçoit à travers tout ce qu'on est et tout ce qui est à l'extérieur, un échange qui va produire un effet, comment dirais-je, très, très extraordinaire. C'est un peu comme les sons dans la nature ou que sais-je, enfin, toutes les expressions finalement concrètes, réelles du vivant qui résonnent en soi et à travers soi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de caractère insaisissable et en même temps visible d'une photographie pour décrire quelque chose. Ça peut être un détail, ça peut être un ensemble, un paysage, une rue, une maison, une poignée de porte. Mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on s'attarde. Parfois, c'est très mystérieux. Parfois, on s'en rend compte après, simplement. Parfois, quand je regarde mes photographies, je me rends compte que j'ai des constantes. Voilà, il y a toujours des choses qui m'intéressent. Et parmi les choses qui m'intéressent, je crois fondamentalement, aussi bien chez les personnes que dans l'univers réel qui nous entoure, je crois que c'est la, la singularité de la lumière qui se dégage de cette chose ou de cette personne. Quand c'est un portrait, c'est vraiment une lumière intérieure. Ce n'est pas seulement les traits physiques, comment dirais-je, l'apparence. Il y a quelque chose de plus profond
qui passe justement souvent à travers les yeux et puis à travers une forme de sérénité qui s'établit, une forme de communication mystérieuse qui passe, qu'on recherche. Et il y a des techniques, hein, les photographes, ils arrivent à mettre les gens à l'aise, à progressivement libérer des choses, parce qu'il y a toujours une sorte de défense par rapport à la photographie qui est un peu intrusive, qui est un peu... qui peut dévoiler des choses surprenantes. Donc, les gens parfois ont peur de se montrer tels qu'ils sont. Il faut arriver à créer ce moment. Et quand il s'agit des rues d'un village, des maisons, des paysages, de la nature qui nous entoure, d'une cour d'école ou d'un terrain de sport, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui frappe par sa beauté. C'est-à-dire qu'il y a de la beauté dans tout, mais elle est parfois ternie ou comment dirais-je, souillée par un grain de poussière, un insecte qui vient, et encore l'insecte ça peut être beau aussi, mais quelque chose qui vient ternir l'image et qui gâche tout en fait. C'est-à-dire que si on n'est pas attentif aux plus petits détails, on peut très bien avoir une belle lumière, une photographie plastique qui vaut quelque chose, mais qui finalement ne va pas restituer cette dimension de beauté dont on a tous besoin, d'autant plus que la situation est difficile, douloureuse et de façon récurrente. C'est-à-dire qu'on subit en fait des pollutions atmosphériques, des pollutions visuelles, des pollutions sonores, des pollutions dans les discours, des pollutions dans les haines qui s'expriment à travers des gens qui ne se rendent pas compte, qui ne font que des grimaces en arroguant les foules. Et nous, on a besoin de retrouver quelque chose qui nous éloigne de tout ça, qui restaure notre sérénité, qui nous redonne confiance dans la vie, parce que sinon, il y a de quoi désespérer à chaque instant. Et qui nous permet aussi de dialoguer, même avec des gens qui ne sont pas du même avis que nous. Dans une commune, c'est très important qu'il y ait cette qualité de dialogue, qu'on cesse de se faire des procès pour des histoires de clôture ou de bruit de voisinage, qu'on cesse de tout le temps s'invectiver, tout le temps se faire des procès d'intention, aller décrire les gens à travers une apparence ou une autre sans prendre en compte la totalité de la personne avec sa complexité, mais aussi avec ce qu'il y a de beau, de positif. Et justement, mon regard de photographe, il consiste à essayer de montrer le beau dans le dérisoire, dans le presque rien. Comme hier, j'étais en réunion en public et je disais, il y avait des gens qui disaient ça c'est nul. Je dis non, pour moi c'est interdit. Le mot nul, ça n'existe pas. Personne n'est nul. Il n'y a rien de nul dans ce monde. En fait, chaque chose, même la personne la plus agressive, elle a quelque chose à dire. Ce qu'il faut, c'est arriver à lui faire tomber le masque et à la reconnecter avec quelque chose qui nous est commun, qui est ce goût de vivre en harmonie, qui est ce besoin de beauté, de sérénité, d'échange avec nos congénères, si je puis dire. J'utilise pas le mot frères et sœurs parce que c'est un peu trop clérical, mais c'est un peu ça. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une dimension universelle dans tout. Une pierre, un végétal, un animal, un humain, même une disposition. Moi, j'apprends aux gens, à travers mes photographies, à voir comment pouvait être le village au siècle précédent, puis à celui d'avant, puis encore à celui d'avant, puis à être attentif à la géographie, au relief, aux questions climatiques qui affectent la commune. Et tout ça, ça passe par effectivement ce que j'appelle le regard photographique. Et par exemple, dans la méthode que je vais utiliser si je suis élu avec mes colistiers, c'est tout simplement de prendre chaque rue à pied, lentement, pour faire l'expérience du paysage de la rue, mais aussi des problèmes qu'il peut y avoir sur le chemin, des difficultés pour les deux roues, pour les fauteuils roulants, pour les personnes âgées, pour voilà, l'évacuation des eaux, que sais-je. Il y a énormément de questions qui se règlent par l'observation simple. Et puis, on pose les choses à plat et on prend les choses au fur et à mesure en disant est-ce qu'on peut apporter une réponse là ou faut-il solliciter d'autres gens pour le faire?
Et du coup, cette photographie qu'on a tous en mémoire, qu'on a vécue ensemble, ensuite, grâce aux photographies, on la retrouve dans les dossiers et on sait très bien qu'on a une base pour travailler efficacement et pour convaincre, pour aller porter, comment dirais-je, des demandes d'aide aux gens dont c'est les compétences. Voilà, il y a cet échange qui est à la fois très réel, concret, physique, et puis avec sa part de mystère, parce que chacun va voir différemment le même paysage. Ça, c'est les humains sont comme ça. C'est très étonnant, mais à cause justement de leur lumière intérieure qui va éclairer d'abord telle chose plutôt que telle autre, qui va d'abord montrer les problèmes plutôt que la beauté. Moi, j'essaye de souligner, bien sûr, je vois les problèmes, mais j'essaye de souligner ce qu'il y a de beau malgré les problèmes. Ne serait-ce qu'un tout petit indice dérisoire peut-être pour certains, mais pour moi, ça change tout. Une fleur qui arrive à pousser au milieu du béton, voilà. C'est ça ma vision, parce que je pense que je suis guidé là-dedans. La photo, c'est une démarche qui est vitale pour moi. En fait, j'ai besoin pour être connecté. C'est la même chose que le partage, la tendresse, l'affection avec les autres. J'ai une tendresse particulière pour le monde. Et évidemment, je n'ai pas envie de prendre des photographies de bombes ou de gens qui souffrent. Parfois, c'est nécessaire. Il y a d'excellents photographes qui font ça. Moi, je voudrais montrer un autre visage, qu'il est possible. Évidemment, ça coexiste dans le temps, mais pouvoir montrer que quelque chose d'autre est possible et qu'il faut s'en donner les moyens, c'est un des moteurs vraiment importants pour moi dans ce travail. Ce qui est très intéressant dans ta démarche, en impliquant les populations locales à aller voir ce qui leur parle à eux, c'est qu'effectivement, ce regard porté, l'œil peut parler tous les langages. Parce qu'on a une vraie problématique aussi de langage, même si on parle tous français, hein, parfois. Oui. Il y a des clans, voilà, des clans qui se forment avec des éléments de langage dans certains milieux intellectuels qui ne parlent pas à d'autres, qui parlent de façon beaucoup plus crue, quand on est dans le monde agricole, par exemple. Il y a d'autres personnes qui ont carrément inventé un langage à partir du français dans certains endroits dits difficiles. Et en fin de compte, le regard permet de faire coexister. Et puis, tout le monde, enfin en tout cas une grande partie de la population aime les avant-après, tu sais, ces images de comparaison, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Ça permet quand même de tracer une feuille de route. Merci déjà pour cette première vision, c'est le cas de le dire. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on parle de comment toi qui as une vraie dimension écologique aussi dans ton existence, hein, tu as créé un magazine là-dessus. Toi qui donc as cette sensibilité-là, comment vas-tu faire, comment comptes-tu faire avec ton équipe pour faire cohabiter des gens qui veulent vraiment faire quelque chose aujourd'hui pour l'écologie? Je pense aux permaculteurs, je pense à des agriculteurs bio qui sont en souffrance, et ceux qui ont lâché l'affaire, se disent que de toute façon on ne peut pas changer le monde agricole. Bref, toute cette pluralité qu'on a sur un territoire et qu'on doit protéger. On doit protéger tout le monde quand on est maire, on est chef des opérations de secours en cas de crise. Donc, comment toi fais-tu pour justement amener à concilier tout ce petit monde? Oui. En fait, moi, je crois beaucoup au réel et à la façon de l'observer et à la façon, du coup, de montrer les conséquences des comportements dramatiques et les possibilités de résilience et de transformation que nous portons en nous.
Tu parlais des mots tout à l'heure, les mots peuvent blesser, les mots peuvent durablement blesser des gens et du coup créer des antagonismes, créer des escalades de violence et de luttes contradictoires et de défis qui perturbent en fait la capacité d'agir, parce que ça annihile effectivement toute une partie des gens qui renoncent, qui considèrent qu'ils sont battus d'avance, parce qu'il y a une pression telle des milieux économiques et financiers aujourd'hui sur tous les segments, tous les secteurs de l'activité humaine, qu'on est victime soit de lobbying, soit de désinformation, soit de manipulation carrément, et en tout cas d'une sorte de défaitisme qui est terrifiant parce qu'effectivement, il fait que beaucoup de gens renoncent et se replient sur eux-mêmes et se disent, bon, ce qui nous reste à vivre, autant le vivre bien à leur façon, c'est-à-dire en restant dans une sorte d'hyperconsommation parce qu'ils sont sensibles aux sollicitations psychologiques qu'on fait sur eux et qui renoncent à regarder, par exemple, la composition des aliments, même pour leurs animaux domestiques, qui renoncent à regarder d'où proviennent les produits, qui renoncent à voilà, s'interroger tout simplement sur ce qui fait leur vie et à décider de choisir quelque chose qui soit sain, qui soit bon, qui soit utile pour la communauté. Donc, il y a cette dimension-là, avec des très fortes pressions. Et moi, je sais que, par exemple, j'ai un certain nombre de repères à titre personnel je regarde systématiquement pour ma santé la composition des aliments, des produits cosmétiques, des produits d'entretien, tout ce qui fait notre vie quotidienne, je fais attention pour que justement, on essaye d'avancer sur le bon chemin et je partage tout ça avec mes proches, mais aussi de façon publique sur les réseaux sociaux, etc. J'essaie d'attirer l'attention, de poser des questions, d'interroger mes proches et les villageois sur tel ou tel problème et de leur montrer un autre éclairage. C'est-à-dire que sur une réalité toute faite, bien lisse, bien cadrée par des gens qui ont travaillé la question en jouant sur la psychologie humaine et ses failles et ses sensibilités, moi j'essaye de trouver un autre angle pour montrer que voilà, c'est pas aussi simple que ça et peut-être qu'il y a moyen de faire autrement et même sûrement il y a moyen de faire autrement. Et donc, on développe depuis quelques années dans le village un jardin communautaire qui est entièrement en bio. Nous, tout le village est en zéro phyto, mais c'est vrai qu'il y a 60% du territoire qui est agricole et qui est prisonnier encore des logiques agricoles liées à la politique agricole commune au niveau européen et aussi à la course aux subventions et aussi à la pression du milieu, parce qu'entre agriculteurs, ils se parlent, mais ils ne voient quasiment que des agriculteurs. Ils sont dans des circuits fermés où ils n'ont plus de lien avec la population réelle, sauf pour la vente de produits. Par exemple, ici, il y a principalement 2 agriculteurs maintenant, il y avait beaucoup plus auparavant, mais il y en a un dont la femme fait du maraîchage et elle fait, par exemple, des fraises, des framboises, elle fait des choses comme ça. Et elle les vend très très bien dans le village parce qu'il y a un point de vente et puis parce que les gens les trouvent délicieuses, ce qui est vrai, voilà. Puis on la connaît, puis elle arrive à faire des produits, comme ces circuits courts, il n'y a pas d'intermédiaire, elle fait un prix qui est juste et puis c'est les fruits de saison et puis voilà. Donc. Mais le problème, c'est que, comment dirais-je, son mari, il sent bien qu'il y a des contradictions, il sent bien qu'il y a quelque chose qui le gêne, quoi, parce que lui-même, il a fait une expérience, il a installé sur un hangar agricole, par dérogation, il a pu installer des panneaux solaires à titre expérimental, mais ça marche bien. Donc, il sait bien qu'on peut faire avancer les choses en prenant des solutions précises, mais la question, c'est qu'il ne sait pas comment faire sans produit
pour, par exemple, les céréales, pour voilà, tout ça, parce qu'en amont, on lui vend des semences qui sont déjà trafiquées, déjà totalement modifiées pour faire du blé plus court, pour qu'il soit moins sensible aux aléas climatiques, etc., par exemple. Hein, et donc, il faut un rendement, parce que s'il n'y a pas de rendement qui correspond à un revenu et à des profits, il ne peut pas réinvestir dans autre chose, il ne peut pas s'attribuer un revenu. Enfin, il y a plein de questions. Et en fait, en parlant, enfin, en renouant le dialogue avec tous les gens du village, avec les soucis qu'ils ont, et en montrant à quel point l'écologie, ce n'est pas du tout une affaire de parti politique ni de bord politique, contrairement à ce que nous prétendent les élus aujourd'hui, qui ont radicalisé les choses et qui ont fait que du coup, ils se trouvent opposés à des gens alors qu'ils devraient être main dans la main sur ces questions-là. Eh bien, en montrant tout ça, on ouvre un tout petit peu une sorte de fenêtre sur un possible différent, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain. Voilà. Simplement en prenant les choses autrement, en montrant que ben, les circuits, ils peuvent être peut-être modifiés. Voilà, hier, en réunion, c'était amusant. Il y en a un habitant qui me dit au bout d'un moment, qui me dit, mais alors, il faudrait qu'on sorte de la communauté de communes. Je dis, si vous voulez, on peut aussi sortir le village de l'Union européenne. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Il faut faire avec les réalités telles qu'elles sont. La communauté de communes, c'est une échelle qui n'est pas négligeable. C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup servi notre village parce qu'on est un des plus petits villages de la communauté et que les gros se sont servis en premier. Et voilà, comme dans les avions, il faut mettre son gilet de sauvetage d'abord, avant d'aider les autres. Mais maintenant, on est dans une période où, comme ils se sont déjà servis, ils vont pouvoir nous servir. Simplement, il faut monter au créneau, il faut dire qu'on veut faire les choses autrement, qu'on veut plus d'innovation pour avoir moins de pollution de toute nature, et puis faire progresser les uns et les autres, et montrer que le dialogue existe, qu'il est possible, qu'on peut être apporteur de solutions en allant voir tout simplement ce qui se fait ailleurs, en montrant que économiquement, il y a peut-être quelque chose qui est vicié dans le circuit actuel et qui nous mène tout droit dans le mur. Parce qu'en fait, une fois qu'on aura épuisé complètement les ressources, que les terres seront incultivables, qu'on ne pourra même pas construire dessus, parce que la vie humaine sera impossible, comme ça se passe sur la plaine de Pierrelet, qui était zone d'épandage de la ville de Paris, à quelques kilomètres d'ici, où tous les promoteurs se bousculaient pour aller faire des HLM ou des logements ou des villas ou des résidences ou tout ce qu'on veut, et où les études scientifiques ont montré qu'on ne peut rien faire d'autre que planter des arbres. Et donc, on va faire la plus grande forêt d'Île-de-France. On va planter au moins 1 million d'arbres parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. La ville de Paris a épanché ses eaux usées pendant des dizaines et des dizaines d'années parce que, voilà, on pollue. Donc, au lieu de gérer ça chez nous, ben, on va le mettre ailleurs. Et puis, tant pis pour non seulement les effluves, parce qu'on était obligé de fermer toutes les fenêtres quand on passait dans ces champs cultivés, hein. Tellement ça puait, quoi. C'était épouvantable. Il n'y a pas d'autre mot. Et aujourd'hui, ben, le département du Val-d'Oise se réjouit parce qu'il peut faire des photographies des élus plantant des arbres pour la planète et pour la qualité de vie locale. Donc, voilà, mais c'est triste d'en arriver jusque-là pour voir qu'il y a des solutions. Donc, ce qu'on leur montre, c'est que en prenant des comparaisons simples de cette nature et puis d'autres, moi je montre que bon, une assiette de soupe, s'il y a une mouche dedans, on n'a pas envie de la manger. Et donc, voilà, s'il y en a 10, s'il y en a 20, parce que c'est tout ce que laissent les produits. Il faut prendre des images fortes comme ça en disant, mais attendez, c'est peut-être invisible, mais le monoxyde de carbone aussi, c'est invisible, mais ça tue. Et ça tue rapidement. C'est inodore, incolore et invisible. Donc, ces choses-là, il faut les dire et les redire parce que c'est en
en aidant les gens à prendre conscience qu'ils ont fait fausse route, que leur raisonnement a été biaisé par des gens qui ont sciemment manipulé les mentalités, qui ont sciemment introduit des faux raisonnements dans tous les domaines, sanitaires, alimentaires, voilà, enfin, par rapport à tous les polluants possibles. Enfin, c'est en montrant tout ça qu'on va créer une prise de conscience. Et puis, aussi en montrant ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de possible, ce qu'il y a de lumineux, justement, dans les raisonnements des gens qui prennent la peine de porter leur attention sur le réel et puis d'expliquer que, oui, vous êtes mon patient, je suis votre médecin, je suis obligé de vous dire que votre situation n'est pas bonne, que de toute façon vous allez mourir, ça c'est sûr, mais ça c'est le lot de chacun et de beaucoup de choses dans le monde. Mais votre situation n'est pas bonne, mais vous pouvez l'améliorer. Mais le premier médecin, c'est vous, c'est pas moi. Moi, je peux vous dire des choses, mais si vous ne me croyez pas, si vous continuez vos comportements nocifs, si vous continuez à subir des agressions par d'autres parce que vous les laissez faire, vous subirez les conséquences de tout ça. Et donc, c'est à vous-même de prendre en charge votre santé, votre vie, la vie des autres, la vie de vos successeurs, la vie du monde même, la vie de toute la biodiversité qui est merveilleuse et qui passe son temps à nous montrer qu'elle arrive à s'en sortir malgré tout, mais avec quand même beaucoup de pertes. Et si vous voulez, je dirais, comme j'ai dit hier en réunion, il y a des situations, enfin aujourd'hui, presque tout le monde est en guerre si on regarde précisément. Nous, on a des guerres de clans à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées locales. On a des guerres de personnes qui sont terribles, d'une virulence folle, avec des menaces, ils utilisent tous les vecteurs possibles, la vie privée des gens, leur sexualité, leur comportement. Ils vont fouiller dans les poubelles. C'est vraiment insupportable. On a affaire au pire de tout ce qui est possible. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, effectivement, l'expérience nazie, avec tout ce qu'on en sait, on n'en est pas loin d'une certaine façon, même si, toute chose égale par ailleurs, il faut faire attention. Il n'y a pas du tout cette dimension de génocide. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la tête des gens, il y avait chez les nazis des gens qui étaient parfaitement capables de regarder par le petit œil les enfants mourir dans les chambres à gaz et le soir d'aller embrasser leurs enfants en pensant, tiens, il avait le même âge que mon fils. Et ça, c'est véridique, c'est sur les carnets notés par les officiers qui dirigeaient les camps que tout ça... Donc, il y a une espèce de dédoublement de personnalité qui est un des dangers de notre époque. Et c'est vrai, quand on regarde, par exemple, les super riches, les super puissants, les super dominateurs qui cherchent qu'une chose, c'est à continuer à dominer encore davantage, on se dit, mon Dieu, mais ils vont finir par exploser d'eux-mêmes, en fait, dans leur richesse, dans leur arrogance, dans leur volonté de considérer le monde comme sans limite. Ils sont prisonniers de ce qu'un de mes amis appelle la fréquence du diable, c'est-à-dire la toute-puissance, la toute pleine arrogance de l'humain qui considère que le monde est sans Dieu, qu'il domine tout, qu'il a tout créé, qu'il est capable de tout manipuler, tout modifier à son profit. Et c'est tout simplement un énorme mensonge et bien sûr comment dirais-je, un blasphème total, mais en plus, enfin, chacun sait, enfin, on regarde sans arrêt des gens qui sont des prophètes de sagesse, qui nous montrent à quel point, en fait, non seulement dans toutes les religions, mais aussi chez des athées, aussi chez des philosophes, et aussi chez, voilà, j'allais dire des élus, il y a toujours une dimension qui nous échappe. On ne peut pas tout contrôler. Et si on refuse de l'admettre, on est dans une sorte d'arrogance folle qui nous fait bombarder des lieux comme ça, sans prendre en conséquence la mort des gens qu'on va tuer, parce que c'est dérisoire,
parce que l'objectif est plus important que les conséquences des actes que nous faisons. Et ça, c'est très grave, parce qu'effectivement, on est capable de tuer même ses proches sans le savoir, j'allais dire. C'est vraiment une forme de jalousie, de désir de possession de ce que l'autre a, et de super arrogance, de défi, en fait, au spirituel. Il n'y a plus aucune spiritualité, il y a des simulacres. Moi, quand je voyais l'autre jour la photographie du président américain en train de se faire bénir, ou je sais pas, enfin, il y avait une sorte de prière des frères autour de lui, là, qui lui posaient une main sur l'épaule, et lui assis à son bureau, comme recevant une forme de poids, mais on voit bien à quel point il est enfermé dans lui-même, il ne pense qu'à lui complètement, et donc il prend tout ce que les autres lui donnent, mais c'est pas du tout pour comment dirais-je, pour le bien de l'humanité, pour le bien commun, pour rien de tout ça. C'est le contraire de la Constitution américaine, c'est le contraire des pères fondateurs, c'est le contraire de ce qui est marqué sur les billets de banque aux États-Unis. Et donc c'est une forme de concentration totalement égocentrique, folle. Moi, j'imagine très bien, bon, Hitler était, que je sache, non-croyant, mais j'imagine très bien la même scène avec Hitler et ses proches, qui étaient des groupies qui se gavaient, alors soit avec l'alimentation, soit avec le sexe, soit avec la toute-puissance, mais on observe des gens qui se gavent et qui aiment se gaver, qui partagent d'ailleurs leurs expériences de gavage entre eux, en général à Davos, entre toutes sortes de puissances possibles, avec des accommodements, des arrangements. Tu vas me faire ça, tu me fais ça, si tu me fais ça, je t'invite là, je te passe ça, je te fais ci, je fais ça. Tu as un problème là, bah, je vais régler ça, je vais manipuler les sondages pour faire que ça passe mieux. Et donc, en fait, une fois qu'on a vu cette espèce de tourbillon qui s'est emparé de toutes les sphères de communication en plus, donc il n'y a plus un seul créneau disponible. Du coup, il faut l'inventer. Et c'est ce qu'on fait dans le village, c'est ce qu'on fait en communication. J'observe des journalistes intelligents qui font des études, des enquêtes, qui vont jusqu'au bout et qui non pas dénoncent, parce que dénoncer, c'est un verbe horrible. Pour moi, c'est la délation, et c'est quelque chose que vraiment je déteste, mais qui montre la réalité, tout simplement. Il n'y a pas de dénonciation. Dénonciation, c'est, on va dire à l'autorité qui a la capacité de lutter contre qu'un tel se comporte pas bien. Mais c'est pas ça. Là, c'est le partage de la réalité avec le plus grand nombre pour justement nous sortir de la dépendance, de la domination de quelques castes qui se sont emparés de nos pensées, qui font tout pour nous empêcher de penser, avec tous les moyens possibles, et qui, du coup, exercent en fait une puissance maléfique sur la vie, la vie dans tous les sens du terme, et aussi la vie spirituelle qui nous échappe, mais qui est bien réelle. Enlever l'âme de quelqu'un, c'est le tuer. L'âme, c'est ce qui anime le corps, c'est ce qui fait qu'on se sent proche, c'est ce qui fait qu'on a des ondes capables d'émettre et de recevoir et de communiquer, même sans mots, sans rien, même seul dans sa cellule. On a cette capacité de faire appel à notre dimension spirituelle pour résister. Je pense à Nelson Mandela, mais il y en a eu beaucoup d'autres dans l'histoire. Il y a des gens comme Auguste Blanqui qui a passé 22 ans au cachot au Mont-Saint-Michel. 22 ans seul, parce qu'il a tout simplement lutté pour la République. Et c'est des gens, ils ont trouvé cette force intérieure. Et peut-être n'était-il pas chrétien, peut-être que sais-je, mais il a rejoint au fond de lui-même un lieu où Dieu lui parle et où il sait qu'il n'est pas seul, qu'il a une force intérieure, une force spirituelle qui peut rejoindre l'univers tout entier. Parce qu'on est sensible aux planètes, les gens, quand ils n'arrivent pas à dormir, ils disent c'est la Lune, etc. Donc, tout ça, on le sait, en fait. C'est dans le langage populaire depuis toujours. On sait très bien que
il y a des heures où il ne faut pas sortir, il y a des heures où il va se passer telle chose, la nuit est propice à la croissance, la nuit reconstitue la peau, les os, le cerveau, voilà. On sait tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie? En fait, la pensée libre, elle permet de se reconnecter à tout ça. Et du coup, j'en ai parlé hier justement, j'ai dit qu'il faut se réapproprier sa pensée personnelle, sa pensée libre. Et du coup, on va retrouver le goût du dialogue avec des gens, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. On va trouver des solutions pour faire avancer les problèmes, enfin, les solutions aux problèmes. Et voilà, enfin, je suis peut-être trop bavard, mais j'y crois beaucoup à tout ça. Et ça passe par l'œil, ça passe par tous les sens. Ça passe par effectivement voir le réel. Oui, Et moi, ce que j'apprécie dans ta démarche, au-delà des considérations spirituelles, oui, dans le pur concret, ce que j'aime, c'est cette façon de ramener du pouvoir aux gens, oui, qui se dépolitisent à force justement de dossiers toujours plus sombres, scandaleux, qui permettent à des multinationales de faire croire que les institutions sont complètement vérolées, mm, qu'il faut les détruire, qu'elles n'ont plus de sens pour nous, les citoyens, et ce qui permet de mieux vendre du contrôle numérique. et oui, Et le contrôle numérique est lui-même indexé sur la capacité à nourrir cette bête numérique avec des hydrocarbures. Donc, oui, il y a tout un process malsain aujourd'hui qui tout à vise à fait, désespérer les gens, à les dépolitiser, à faire en sorte qu'ils n'y croient plus, pour oui, que justement derrière, ces multinationales prennent le contrôle des États. Donc exactement. l'intérêt de faire voir le réel aux gens, à des milliards d'individus sur cette planète qui collectivement, chacun disent, mais qu'est-ce que je peux bien faire tout seul? Voilà, Hein, c'est ça l'impuissance oui, qui est créée, cette impuissance apprise par toujours ces mêmes cercles. Eh bien, c'est ça. l'intérêt de relocaliser, l'intérêt de faire comme tu fais, visiter le village lentement, d'observer lentement ce qu'on pourrait y faire maintenant, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, peu importe, et de faire participer à ce nouveau regard sur le réel, Oui, c'est réencapaciter les gens. oui. Montrer qu'il y a des pistes. Et c'est une démarche qui est profondément gaulienne. Si on regarde toute l'action politique du général de Gaulle a consisté à s'appuyer sur le réel, à montrer les pistes d'innovation, de solutions, d'optimisme, les pistes de sortie de situations qui paraissent figées. C'est quelqu'un qui se fondait tout le temps sur le réel pour bâtir une politique pour le bien commun, qui n'a jamais fait aucun procès à personne de toute sa vie. Jamais. Aujourd'hui, c'est des procès à n'en plus finir. Les politiques, et dès qu'ils sont condamnés, ils font appel, ils font appel, ils font appel. Ils vont jusqu'au bout. Donc, en fait, ils s'enfoncent eux-mêmes en refusant de voir la réalité de ce qu'ils ont commis et que ça mérite effectivement une sanction et que cette sanction est juste et qu'elle peut aussi les faire progresser. Non, ils s'enferment dans des raisonnements qui sont totalement, pareil, égocentriques, qui jouent la victime et qui vont obstinément chercher à avoir des juges qui les déculpabilisent alors qu'ils sont coupables. Et en fait, voilà, accepter ces erreurs, c'est aussi du réel. Et reconnaître que la solution n'est pas parfaite, mais qu'elle aide à progresser, aller dire au Cambodge que la guerre du Vietnam, c'est pas la bonne façon de faire et que la toute-puissance américaine se comporte en impérialisme insupportable et qu'il est temps d'arrêter parce que ça ne mènera à rien, sauf au malheur des gens. Eh bien, il fallait un certain courage pour le faire, aller dire aux Québécois qu'ils pouvaient sortir de la prison dans laquelle ils étaient enfermés, d'espèce de domination anglo-saxonne qui allait progressivement les faire dépérir ou les enfermer dans des réserves comme les populations autochtones d'Amérique du Nord ou d'autres. Non, c'est très important de voir qu'il y a quelque chose qui coule aussi dans mes veines là-dessus et que j'ai perçu très tôt par rapport à l'action du général de Gaulle. Aller dire à Londres en juin 40, comme
la plupart des dirigeants européens qui s'étaient aussi réfugiés à Londres, qu'il fallait continuer le combat, que même si le pays était en partie occupé et l'armée en partie paralysée, il y avait des capacités et on pouvait continuer à lutter. Ils ne l'auraient pas fait, mais je ne sais pas où on serait aujourd'hui, ni quelle langue on parlerait, ni peut-être qu'on nous aurait justement maintenus dans une forme de, comment dirais-je, d'apparence de liberté, mais en dominant totalement tout ce qui nous rend libres. Donc, en nous contraignant à un travail forcé et à une façon de penser monolithique, etc. Donc, il y a tout ça, c'est-à-dire dans ce que je suis, il y a ce que je suis moi-même, mais il y a aussi cette dimension historique, parce que je sais qu'il y a un possible là. Et donc, ça me donne de l'espoir, en fait. Je n'ai pas vécu l'épopée de la France libre, des combats de la résistance, je n'ai pas vécu tout ça, mais je sais qu'il y a un espoir et que notre génération, les vivants aujourd'hui, sont en mesure déjà d'anticiper ce qui peut-être va nous sortir de là dans 10, 15, 20 ans, mais au moins on l'aura fait, quoi. C'est-à-dire qu'on aura participé à cet élan vital qui fait que aujourd'hui, on est des centaines de milliers, peut-être des millions, qui formons des micro-réseaux de résistance, qui nous parlons même sans nous parler. On sait très bien, parce que grâce aux moyens de communication, justement, on peut parler à des gens en Iran, on peut parler à des gens au Zimbabwe, on peut parler à des gens en Algérie, on peut parler voilà, à des gens en Islande ou au Groenland. Donc, et en France, on sait qu'on peut être assez vite nombreux à suivre des gens comme Vakita, Hugo Clément, des gens comme toi, comme d'autres qui font des choses admirables, qui nous montrent ce qui est moche et ce qui doit être changé, mais aussi des choses bien. Ce n'est pas que du négatif tout le temps. Et c'est très important d'avoir cette double capacité d'agir. Une personne atteinte d'un cancer à qui on dit, bon, on donne un pronostic et puis on dit, bon, il y a tel traitement, tel autre, ça ne l'éclaire pas beaucoup. Mais si on lui dit, c'est d'abord vous qui allez guérir, c'est votre force mentale, votre entourage, c'est la façon dont vous allez faire évoluer votre vie aujourd'hui qui va vous permettre d'être décisionnaire par rapport à l'issue de la maladie. Bien sûr, en plus, on va vous aider avec des traitements, avec un entourage médical, une équipe, du dialogue, beaucoup de dialogue entre l'entourage médical, le patient et l'entourage personnel. Et tout ça fait que, voilà, c'est un ensemble de choses, exactement comme, je ne sais pas, dans la nature, vous voyez bien, les animaux peuvent s'entraider, les végétaux peuvent s'entraider, il y a toujours cette dimension de dialogue pour la survie. Et je crois beaucoup à ça, et je pense qu'on forme comme des micro-réseaux de résistance, parfois traqués par les tout-puissants qu'on met en danger, parce qu'on va montrer ce qu'ils font pas bien, on va montrer la captation des eaux de source par des grands groupes comme Nestlé ou d'autres, qui, comme ils ont besoin de la ressource en eau, ben, ils vont tout simplement acheter avec leur, j'allais dire leur pétrodollar, mais c'est leur, leur monnaie faite sur le dos des gens. Et, Laurent, oui, justement, dans cette trame, je pense que là, il faut absolument qu'on soutienne les résistants qui, en Afrique, pour le coup, oui, hein, veulent vraiment une indépendance et oui, qui gesticulent dans tous les sens parce que les nouveaux partenaires qui leur sont imposés économiquement n'ont pas la même culture, le même lien qu'on oui, peut avoir avec nous, les Occidentaux, enfin les Français particulièrement, avec l'Afrique, même si cette histoire s'est écrite dans le sang. oui, oui, Faut-il le rappeler, hein, le Biafra, oui, c'est quand même pas rien. Il oui, y a eu plein mais aujourd'hui, on voit bien que il y a une volonté de ces résistants en Afrique oui, de pouvoir s'émanciper, sortir de la misère, tout à et fait. ils ont beaucoup à nous apprendre en termes de résilience. Oui, tout à Nous, fait. qui dépendons de 99% du pétrole, du gaz, 100% de nos centrales nucléaires fonctionnent
avec du yellowcake, donc de l'uranium qui crée de la pollution durable pour les Touaregs, hein. Oui, Donc, il faut absolument que ce soit de peuple à peuple, qu'on mais puisse se soutenir pour rééquilibrer, le oui, monde. Parce que si on continue à se raconter des histoires, nous, dans nos belles démocraties, qui refusent, telles des tartuffes, de voir les externalités dictatoriales de notre oui, consommation, on ne s'en sortira pas. oui, On ne c'est s'en très sortira vrai. pas. Et de ce point de vue, l'analyse historique, elle est à la fois une aide et aussi, elle est déjà instrumentalisée par des lobbies. Parce qu'en fait, en rappelant sans arrêt les crimes, l'histoire, en nous replongeant sans arrêt dans les massacres, dans tout ce qui a pu être négatif dans le passé, ben, c'est une façon de ne pas voir ce qu'on peut faire de positif aujourd'hui, en fait. On nous enferme dans un bain plein de pollution, plein de sang, plein de terribles choses, et dans une culpabilité qui est piégeante pour l'action, pour l'avenir et pour les nouvelles générations. Et je crois beaucoup à ça. Malheureusement, moi je crois énorme, je suis historien de formation, je crois que l'histoire, c'est très important de l'avoir en face et de reconnaître ses torts et d'aller jusqu'au bout d'un processus de réparation, voilà, qu'on peut enclencher, mais qui est sur le long terme de toute façon, parce qu'il y a des générations qui ont été tellement marquées qu'elles peuvent difficilement sortir de tout ça. Et en même temps, la réconciliation franco-allemande, c'était presque immédiatement après la guerre qu'elle a été lancée. Le général de Gaulle, en 1948, pardon, il se rend à Trèves, en Allemagne. C'est la ville où sa fille Anne est née, en 1928. Et donc, Anne vient de mourir. Il va sur le lieu de sa naissance, en Allemagne, et il dit ceci. Il dit, la France n'est pas ici pour prendre, mais pour faire grandir et pour que vous grandissiez avec elle. Faire renaître et pour que vous renaissiez avec elle. Voilà, les termes précis. Faire renaître. Donc, il faut, sur les terres souillées, sur les âmes souillées, sur les corps blessés, il faut faire renaître la vie. Donc, il faut mettre l'amour en premier. En fait, l'arme qui nous relie, ce qui va nous permettre de nous en sortir, c'est l'amour. Si vous ne remettez pas de l'amour, si vous ne faites pas volontairement un acte d'amour pour dire on se réconcilie, on est d'accord, on a des torts de part et d'autre, mais nous, on en a peut-être plus que vous. Mais maintenant, on passe à autre chose. On décide de faire autrement. Eh bien, il se passera effectivement pas grand-chose. On va rester sur des positions, des guerres de tranchées, avec chacun sa version de l'histoire, avec les gens qui sont blessés parce que toute leur famille, pendant des années et des années, a contribué à la prospérité, par exemple, de l'Algérie, et qu'ils ont été rejetés, évacués, traités comme des réfugiés de base, comme des gens qu'on ne connaissait pas, parce qu'on ne se souciait pas de leur vie, et comme en plus des privilégiés, parce qu'on pensait qu'ils avaient une vie meilleure que la nôtre. Donc, ils se retrouvent prisonniers dans des situations difficiles en France. Et aujourd'hui, il y a des Algériens qui disent, oui, mais tout ce que vous avez fait, vous nous avez fait souffrir, vous avez tué nos ancêtres, vous avez ci, ça. Bon, ils n'ont pas tué tout le monde, puisqu'il y a bien des descendants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne fera rien si on continue à nous opposer comme ça sans amour. Ce qui manque, c'est précisément la dimension de l'amour. C'est-à-dire que la vie sans amour, elle existe, mais elle est terrifiante, quoi. On voit ce que ça peut donner, des enfants qui sont élevés sans amour, qui sont faits sans amour. Ça donne en fait les pires perspectives, parce qu'on ne voit plus la naissance d'un enfant ou même l'arrivée possible d'un enfant que comme un acte purement matérialiste. On prend pas, mais en fait, on oublie qu'un enfant, ça se fait à deux, et que même s'il y a des situations dramatiques, je sais très bien, on n'ignore pas les viols et tout ça, mais quand même, euh, comment dirais-je, de penser que c'est qu'une affaire de femme
c'est mettre de côté les hommes, et les hommes, c'est la moitié, c'est l'autre moitié. Et en fait, en mettant de côté les hommes, on les fige dans leur réaction violente et, et de défi vis-à-vis des femmes, on les fige dans un masculinisme outrancier, déplorable, au lieu de les aider à mieux accepter en fait les différences et à accompagner la femme par leur force, par leur capacité propre, qui est complémentaire. Et moi, je dis ça à mes filles, je leur dis, mais un enfant, ça ne se fait pas tout seul. Et donc, c'est triste, c'est vrai, il y a beaucoup de mères célibataires, mais il y a beaucoup de femmes qui raisonnent comme si l'homme n'était rien d'autre qu'éventuellement un instrument ou de plaisir ou de reproduction, mais il y a un déni, en fait, de la réalité des deux côtés, hein, de certains hommes vis-à-vis des femmes et de certaines femmes vis-à-vis des hommes. Il y a un déni de ce qui fait que on est semblable tout en étant différent, complémentaire, mais surtout, on devrait être mu par l'amour. Si l'amour disparaît de nos vies, alors on n'est que violence, on est que crime, on n'est que destruction, on n'est que rapport de force, et ça c'est monstrueux, et tout le monde le sait, on le voit bien. Désamorcer, moi j'aime beaucoup désamorcer les problèmes, anticiper, là il va y avoir un problème, ou là je sens que telle personne elle est en réaction, elle va se, elle va se bloquer, et elle va devenir une sorte comment dirais-je, de rempart contre l'amour, alors qu'elle devrait au contraire ouvrir et voir qu'en ouvrant, ben, c'est le miracle de la vie tout simplement, et qu'il n'est pas perdu, et qu'au contraire, il retrouve sa raison de vivre. C'est Mon cher ami, voilà, c'est trop long, je suis trop bavard, pardon. non, Ouais. un dernier mot. Toi, le diplomate qui, par le regard, compte faire changer le bas le monde Oui, au oui. à toi. Eh bien, effectivement, la diplomatie, ça passe par le langage. Le langage d'abord, peut-être des mots, hein, puisqu'on va négocier, on va voilà, mais il y a aussi le langage du cœur, le langage intérieur, le langage du non-dit, le langage qui se révèle, qui se manifeste par des toutes petites choses presque invisibles. Et ça part du cœur, ça veut dire que ça part aussi du siège de l'amour, ça part de l'intention réelle et non pas fictive et non pas telle qu'elle apparaît dans les apparences. Et quand j'étais en terminale, j'avais fait un travail là-dessus. Politique et information, langage et diplomatie. Parce que tout ça est lié, tout ça est excessivement important justement pour la vie du monde. Et la diplomatie, c'est ce qui permet de résoudre les conflits entre voisins, ce qui permet de trouver des solutions pour les problèmes auxquels on est confronté, et même des problèmes de rivalité entre villages, entre communautés humaines, entre commerces, voilà, etc. Donc, pour moi, c'est essentiel. Et là aussi, ça ne peut être efficace que si c'est fondé sur le réel, et strictement le réel, qui du coup, euh, comment dirais-je, libère un peu de tout ce qu'on met comme émotion qui vient perturber la visibilité des choses. Voilà. Percevoir la poésie du réel. Oui, exactement. Je te remercie, Laurent, Moi pour. qui te remercie. Je parle trop, mais c'était un bonheur d'échanger sur ces questions-là. Je ne pouvais pas me contraindre à t'empêcher de parler, tu vois. Je voulais vraiment C'est que tu gentil. puisses exprimer ta pensée, sinon, Oui. c'est jamais, on n'a pas le temps de développer. Donc voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. À Oui. très bientôt.